Parce que quand on en arrive effectivement à des situations où on est fatigué, où on n'arrive plus à se concentrer, c'est plus compliqué de penser les choses. Et du coup, pour faire la même chose, on prend 3 fois plus de temps. Bonjour à tous, vous écoutez le premier podcast du club TGS France consacré à la santé des dirigeants d'entreprise. De plus en plus d'études tendent à démontrer le lien entre santé du dirigeant et performance économique de l'entreprise. Souvent perçus comme des super-héros, les dirigeants de TPE-PME se retrouvent pourtant seuls pour faire face aux difficultés de leur entreprise ou leur mal-être personnel. Alors comment préserver sa santé en tant que dirigeant ? Comment concilier performance et santé et faire du bien-être un axe clé du projet entrepreneurial ? Ce podcast ambitionne de répondre à ces questions en croisant les regards d'experts, de professionnels et de chefs d'entreprise. Nous allons essayer de vous faire prendre conscience du phénomène au travers d'éléments factuels, vous donner des pistes permettant d'identifier des éléments déclencheurs et les solutions à mettre en œuvre pour favoriser le bien-être du dirigeant. Dirigeant, comment concilier bien-être et performance ? Épisode 1. Emmanuel Brémond reçoit Coralie Schmitt, psychologue du travail. Première partie, la prise de conscience d'un phénomène. Coralie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors Coralie, est-ce que vous pouvez nous décrire votre parcours professionnel ? Alors moi je suis psychologue du travail, psychologue clinicienne du travail, donc j'interviens en libéral. J'ai un cabinet à Orvault où j'accompagne à titre individuel toutes les personnes qui sont en situation de questionnement ou d'inconfort dans leur travail. Donc à la fois des chefs d'entreprise mais aussi des salariés. J'interviens également au sein des entreprises dans l'accompagnement des collectifs de travail lorsqu'il y a des situations de souffrance au travail. Et puis, je fais partie du réseau APESA qui prend en charge les entrepreneurs en souffrance aiguë suite à détection par des sentinelles qui sont formés au niveau des tribunaux de commerce. Des personnes, enfin des chefs d'entreprise qui sont en général en situation de redressement judiciaire, enfin en tout cas dans les entreprises vont pas très bien. Donc ça, c'est mon activité, on va dire, rémunérée. Et je suis également investie bénévolement au sein d'associations qui sont aussi en lien avec les dirigeants, donc 60 000 rebonds qui accompagnent au rebond les chefs d'entreprise qui ont connu une liquidation judiciaire, donc qui les accompagnent pour repartir sur un projet professionnel, salariat ou entrepreneuriat. Et puis Inspire, qui est une association qui a pour vocation de sensibiliser les dirigeants et l'écosystème qui gravite autour des dirigeants sur l'importance de prendre en compte la santé du dirigeant comme un capital, pas comme un capital, mais comme un actif faisant partie intégrante de l'entreprise et qui donne aussi des outils et qui propose des thématiques en fait pour aider les dirigeants dans cette démarche de prise en charge et de prendre soin de leur santé. Qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous a amené à vous intéresser à ce sujet ? Il y a une dizaine d'années, enfin il y a 20 ans, je m'étais lancée moi-même dans l'entrepreneuriat. J'avais créé une entreprise de prêt-à-porter féminin qui, suite à la crise de 2008, en fait, a connu des difficultés financières. Et donc, mon entreprise a commencé, on va dire, à avoir une santé défaillante. Moi, j'ai essayé de m'accrocher, mais du coup, j'ai aussi eu en parallèle des choses personnelles à gérer avec le décès de mes parents, enfin en tout cas des choses un petit peu compliquées. Et ce qui fait que la santé de mon entreprise et ma santé ont glissé toutes les deux vers le fond parallèlement. Et ça s'est fini par une liquidation judiciaire. Et pour moi, par un burn-out. Et c'est suite à cette expérience finalement que j'ai décidé de me réorienter complètement et de m'intéresser au sujet et que je me suis lancée finalement dans une reprise d'études pour pouvoir m'occuper du coup des dirigeants et apporter aussi des clés de lecture et des clés des accompagnements. Que nous disent les études autour de ce sujet finalement ? C'est un phénomène qui grandit. Qu'est-ce qu'on constate ? Alors, qui grandit, je ne sais pas si ça grandit. En tout cas, c'est un phénomène auquel on s'est assez peu intéressé par le passé et sur lequel on porte aujourd'hui un regard un peu plus aiguisé. Donc, du coup, on peut avoir l'impression que c'est un phénomène qui s'amplifie. Néanmoins, ça a toujours existé, sauf qu'avant, c'était pas un sujet. Aujourd'hui, effectivement, on a un certain nombre d'études qui ont été mises en place depuis une dizaine d'années, via l'Observatoire à Maroc, par exemple, d'Olivier Torres, via également
récemment une étude qui a été faite avec la fondation de l'Université de Nantes qui montre que la santé de l'entreprise et la santé du dirigeant sont étroitement corrélées et qui en fait fait apparaître 4 grandes configurations dans les liens existants entre le dirigeant et la santé de son entreprise. Une zone d'équilibre où les deux vont bien, une zone de surchauffe où l'entreprise va bien, mais le chef d'entreprise commence à fatiguer parce que ça peut être des croissances d'activité importantes à gérer, par exemple, et du coup des soucis de recrutement, enfin bon, un certain nombre de problématiques à gérer. Une zone de protection où l'entreprise va bien, mais où l'entreprise ne va pas bien, pardon. Et le dirigeant, néanmoins, se sent en capacité de gérer la situation, donc lui se sent bien. Et puis une zone d'alerte où tous les clignotants sont au rouge, où l'entreprise et le dirigeant commencent effectivement à avoir une santé qui se dégrade. Et là, c'est situation d'urgence. Quand a évolué la législation autour de la santé du dirigeant ? Alors, la législation, en fait, la santé du dirigeant, on va dire, a été intégrée à la législation sur la santé au travail très très récemment, puisque c'est par la loi du 2 août 2021 qui est venue renforcer tout ce qui était prévention en termes de santé au travail, que le dirigeant était intégré comme pouvant être bénéficiaire des mêmes mesures que le salarié au niveau des services de santé au travail. Donc c'est très récent dans la loi et c'est applicable à partir d'avril 2022. Donc c'est maintenant, on va dire. Dirigeant, comment concilier bien-être et performance ? Seconde partie, les signaux d'alerte. Est-ce qu'on peut se permettre de revenir un peu sur votre histoire personnelle et sur ce burn-out que vous avez vécu ? Est-ce que vous pouvez nous décrire finalement les étapes par lesquelles vous êtes passé ? Comment ça s'est enchaîné ? Alors c'est un processus qui se passe un peu sur la durée, hein. C'est pas immédiat et en fait il y a un certain nombre de choses qui se surajoutent les unes avec les autres. Donc en ce qui me concerne, ça a commencé par des peurs qui se sont installées, donc peur que l'entreprise s'arrête, peur de perdre de l'argent, peur de pas y arriver, enfin voilà. Suite à ces peurs, effectivement, moi je me suis sentie à un moment donné en doute par rapport à mes capacités, avec au fur et à mesure de la fatigue qui s'est installée, donc des troubles du sommeil, des problèmes de concentration, pour finir à la fin complètement vidée, enfin comme une sorte un peu comme un état de mort cérébrale en fait. J'arrivais plus à penser du tout. J'étais incapable de prendre une décision et puis je me retrouvais parfois devant mon ordinateur ou devant des choses à faire en étant en incapacité d'agir. Dans les chefs d'entreprise que vous rencontrez à l'occasion de votre travail, c'est un peu les mêmes processus que vous retrouvez ? Oui, on a souvent en fait un certain nombre de signaux qui apparaissent au fur et à mesure de la dégradation de l'état de santé, auxquels on ne prête pas forcément attention parce que quand on est chef d'entreprise, le but c'est quand même de tenir, le but c'est de faire en sorte que tout aille bien. Et puis on est habitué à ça et puis je pense qu'on est un peu dans le déni aussi parfois de la vulnérabilité ou en tout cas du fait qu'on peut ne pas y arriver. Et puis je pense que c'est aussi important d'être un minimum dans ce déni parce que sinon on va pas devenir chef d'entreprise. Enfin, il faut qu'on ait quand même, il faut être un peu fou hein, parfois pour être chef d'entreprise. Après les symptômes en fait qui peuvent s'observer, ça peut être aussi des situations de tension musculaire, vous voyez, le mal de dos, les mal les cervicales, enfin tout un tas de choses qui montrent qu'on est en tension. Les problèmes d'appétit aussi, hein, soit on a envie de plus manger ou soit au contraire on n'arrive plus à s'alimenter correctement. Des problèmes d'alcool parfois qui peuvent se surajouter. On a besoin effectivement de temps en temps de prendre un petit apéro pour décompresser. Et puis un apéro, plus 2 apéros, plus 3 apéros. Et puis effectivement, il y a un processus qui s'installe comme ça. Il y a tout un tas de signaux que l'environnement extérieur peut remarquer et qui du coup deviennent plus graves quand finalement on est dans l'isolement et quand on est seul. Donc ce qui est important quand on est chef d'entreprise, c'est de jamais rester seul et d'être en capacité d'écouter et d'entendre ce que peuvent vous renvoyer en fait vos interlocuteurs, alors à la fois au niveau professionnel, mais à la fois au niveau personnel, enfin votre environnement familial, amical, toutes les personnes qui gravitent autour de vous en fait. Ça veut dire qu'un dirigeant d'entreprise est un profil plus à risque qu'un salarié ?
Je ne sais pas s'il est plus à risque, mais en tout cas, les facteurs de risque sont différents. Ce qui se passe très souvent, et en particulier sur les petites entreprises, c'est que le dirigeant, il est seul. Enfin, il est seul à la manœuvre, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit très polyvalent, il faut qu'il gère les problématiques RH, la communication, le commercial, enfin voilà, il doit être très polyvalent. Il n'a pas forcément toutes les compétences techniques dans tous les domaines, mais enfin, il faut qu'il y aille quand même. Et il n'est pas forcément... on ne pense pas forcément à s'entourer, en fait, des personnes qui peuvent avoir des compétences complémentaires et qui pourraient être des soutiens. Donc en ce sens-là, effectivement, c'est plus à risque parce qu'on peut s'épuiser aussi, parce que ça demande plus d'énergie de faire des choses qu'on ne maîtrise pas forcément très bien. Ensuite, le chef d'entreprise, surtout sur les petites structures, est très impliqué financièrement. Donc en fait... La moindre problématique de son entreprise peut se répercuter sur son environnement familial et personnel, et du coup, ça génère une pression, une charge mentale très importante. Dans votre cas personnel, vous avez connu le burn-out. Les dirigeants que vous accompagnez aujourd'hui sont confrontés à quelles autres conséquences ? Alors souvent, ceux qui viennent me voir, ils ne sont pas encore dans des situations extrêmes, hein, et donc on arrive à mettre en place des choses qui leur permettent de réagir. Mais dans l'absolu, s'il n'y a pas de prise en charge et si le dirigeant ne met pas en place d'action en fait pour reprendre en fait en main sa santé, ça peut aller jusqu'à des troubles anxieux, donc des personnes qui parfois sont en incapacité de sortir de chez elles. Enfin, ça peut aller très loin. On peut en arriver à des accidents cardiovasculaires, on peut en arriver à des infarctus. Enfin, ça peut aller vraiment sur des choses gravissimes qui mettent en jeu la vie du dirigeant lui-même, quoi. Et au niveau de votre entreprise, alors quelles ont été les conséquences quand on a un dirigeant qui défaille à un moment donné ? Quelles sont les répercussions sur l'entreprise et sur l'équipe ? Comment ça s'est passé pour vous ? Alors sur l'équipe, on va dire, pendant que ma santé se dégradait, je pense que l'équipe n'était pas forcément impactée parce que j'avais une grande capacité à cacher les choses, pour justement ne pas inquiéter les équipes, pour faire en sorte que tout le monde reste mobilisé, pour ne pas créer de situations de personnes qui seraient amenées à partir, par exemple. Mais néanmoins, le fait que je ne sois plus en capacité de prendre les bonnes décisions et à la fin de prendre des décisions tout court, ça a forcément précipité la faillite de l'entreprise, parce que forcément, quand il n'y a plus de capitaine à bord, l'entreprise, elle ne fonctionne pas toute seule. Et quand on est effectivement sur une très petite structure, on n'a pas forcément de relais, d'appui. Alors moi, j'avais demandé effectivement quand même l'accompagnement lors de mon redressement judiciaire d'un mandataire judiciaire qui était là aussi pour m'aider à prendre les décisions. Mais il s'est trouvé que c'était en 2008 où la crise était là aussi pour toutes les entreprises. Et le mandataire judiciaire s'est lui-même retrouvé en difficulté de santé. Et du coup, ça n'a pas arrangé les choses non plus. Dirigeant, comment concilier bien-être et performance ? Troisième partie. Les actions préventives et les dispositifs d'aide aux dirigeants. Suite à cette expérience que vous avez personnellement vécue, est-ce que vous avez mis en place des actions, des rituels pour préserver votre santé ? Alors aujourd'hui, d'abord, je suis plus attentive, effectivement, et je m'écoute un peu plus. Je m'accorde des moments soupapes. Donc, dans mon emploi du temps, alors, la gestion du temps, c'est aussi un élément qui peut être très stressant et qui peut donner vite le sentiment d'être submergé. Donc, dans mon emploi du temps hebdomadaire, on va dire, moi, j'ai toujours une demi-journée, en fait, qui est consacrée soit à gérer les urgences, soit à gérer les choses de dernière minute. Donc, où il n'y a rien de planifié, en fait, à l'avance. Et quand ces temps en fait ne sont pas utilisés pour le travail, je les utilise pour des ressources personnelles, donc soit des activités ressources qui me sont propres, soit faire du sport. Enfin voilà, donc en tout cas j'ai toujours une demi-journée de plage par semaine qui est consacrée à ça. Je fais beaucoup de sport et je sacralise en fait ces moments de sport, c'est-à-dire que je fais de l'équitation et de la marche. Et ça, alors une fois dans la semaine et une fois au moins le week-end, et je m'interdis de les squeezer. J'ai mis aussi en place des groupes de partage avec des pairs, donc je
des pairs en qui j'ai confiance, enfin des personnes en fait qui font le même métier que moi, avec lesquelles je peux échanger à la fois sur nos pratiques, les difficultés qu'on peut rencontrer, les questionnements qu'on peut avoir aussi, et puis aussi sur les ressources que les unes ou les autres peuvent trouver. Donc ça, c'est aussi des moments de soutien, on va dire. Voilà, c'est essentiellement ce que j'ai mis en place. Comment aujourd'hui un chef d'entreprise là, qui nous écouterait et qui se sent actuellement en bonne santé, on peut le mobiliser sur le fait qu'il doit mettre en place une maintenance préventive pour rester en bonne santé? Comment il peut entamer une démarche et prendre conscience qu'effectivement c'est important d'avoir des actions au quotidien ou dans la semaine pour préserver cette santé? Comment lui faire prendre conscience, je ne sais pas trop. Après, ce que je peux dire, c'est qu'il existe en tout cas des lieux dans lesquels on peut avoir des témoignages, on peut partager aussi on peut avoir des retours d'expérience de personnes qui ont vécu des situations de dégradation de leur santé au sein, par exemple, de l'association Inspire ou d'autres associations. Et le fait d'être en capacité d'entendre ce que d'autres ont pu vivre et ce que ça a pu avoir comme impact en fait sur la structure en fait, la structure de la société, enfin de l'entreprise. Souvent ça génère quand même des prises de conscience. Alors il ne faut pas être bisounours, ça ne va pas forcément changer complètement la façon de voir les choses, mais en tout cas, ça peut commencer à instiller, en fait, on va dire, un petit peu des déclics et à donner une certaine vigilance, on va dire, sur justement les indicateurs auxquels il faut être attentif. Et quels sont les dispositifs d'aide qui existent aujourd'hui? Voilà, ce que j'entends chez vous fait écho. Vers qui je peux me tourner aujourd'hui pour trouver de l'aide? Alors, il y a pas mal de choses. Alors, il y a tout d'abord tout ce qui est curatif. Quand on commence à se sentir un peu moins bien, on va dire, au même titre que n'importe qui, on peut aller voir son médecin traitant. C'est quand même la première des choses. On peut faire appel à la médecine du travail, puisque maintenant, le dirigeant a la capacité et a le droit, on va dire, de faire appel à la médecine du travail. On peut faire appel à des psychologues du travail. Et après, on a d'autres moyens, enfin d'autres ressources, en fait, qui sont mises en place de façon un peu plus ciblée. Pour les agriculteurs, par exemple, il existe un numéro vert qui est mis en place par la mutualité sociale agricole pour les personnes qui sont en situation de détresse psychologique. Pour les personnes qui sont détectées comme étant en souffrance aiguë, donc le dispositif APESA, dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour les dirigeants qui sont dans des situations de liquidation judiciaire, une association telle que 60 000 rebonds. Donc ça, c'est tout ce qui est curatif, on va dire. Et en prévention, tout ce qui est en fait réseau professionnel, c'est important en fait de s'entourer et de pouvoir être en partage avec des pairs. Donc s'inscrire dans des réseaux professionnels, dans des fédérations professionnelles, dans des associations de dirigeants, ce qui permet en fait de partager sur des difficultés, sur des ressources, sur des idées aussi pour surmonter les problématiques. Mettre en place autour de soi des groupes de pairs de confiance avec qui on peut aussi partager. S'appuyer sur les tiers de confiance, les experts comptables, les avocats, enfin peuvent être aussi des personnes ressources. Et puis après, tout ce qui est, en termes d'activité personnelle, tout ce qui est activité ressources, donc faire du sport, enfin voilà, être sur les activités qui permettent de se régénérer, on va dire, et d'inspirer. Pour conclure, s'il y avait un conseil prioritaire à donner aux chefs d'entreprise, ce serait lequel? Ne pas rester seul. Ne pas rester seul, savoir s'entourer, être en capacité de parler en fait quand on commence à sentir que ça va un peu moins bien. Alors, pas forcément d'en parler à tout le monde, mais de choisir des interlocuteurs en qui on a confiance, avec qui le fait d'en parler ne présente pas d'enjeux négatifs, pour pouvoir d'abord se libérer, et puis aussi être dans l'accompagnement, enfin, pour pouvoir permettre à ces personnes-là de vous accompagner et de vous aider en fait à prendre pied, et peut-être aussi de vous orienter sur des ressources auxquelles vous n'auriez pas pensé. Merci Coralie pour ce témoignage. Merci à vous.
Dans ce premier épisode, donc, on a pu prendre conscience effectivement que la santé du dirigeant était une vraie problématique dont le législateur s'est saisi depuis peu et qu'il est important pour un dirigeant de prendre soin de sa santé, de repérer des changements de comportement qui vont nous alerter sur une déficience future peut-être, et surtout prendre conscience que cette santé du dirigeant, elle a un réel impact sur la santé financière, la performance économique de l'entreprise. Nous vous invitons à suivre les prochains épisodes qui vous apporteront divers éclairages autour de la santé du dirigeant et des conséquences sur la performance de l'entreprise. Nous serons amenés à croiser différents regards, à aborder différentes pratiques pour préserver cette santé et cette performance. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous et à le relayer sur les réseaux sociaux. À bientôt! Dirigeants, comment concilier bien-être et performance est un podcast original du Club TGS France. Le Club TGS France est un club de réflexion, d'échange et de débat pour les entrepreneurs dont la devise est « Réfléchir, décider, agir ». 4 fois par an, les membres du club se réunissent au cours de conférences pour un temps d'information et d'échange sur des thématiques au cœur des préoccupations des entrepreneurs.